Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On ne peut pas accepter qu'une entreprise qui dégage des bénéfices en milliards puisse fermer des usines. C'est inacceptable. Cette facilité de licencier a été théorisée par des économistes et mise en application par des dirigeants politiques. Arrêtons avec ça. Je sais que c'est le rêve du patronat de payer les salariés au même tarif que l'on paye les Chinois et d'avoir plus normes sociales et environnementales. Mais à ce jeu-là, nous allons encore perdre. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher avec tous les discours qu'on entend autour de nous. Notre meilleure arme, c'est de les connaître et de les comprendre. Vous êtes plus de 64 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Continuez de signer et de partager cette pétition sur tnt.lemediatv.fr. Et sachez qu'on est arrivé sur la plateforme Molotov. Vous pouvez aussi nous regarder là-bas en plus de Free et de notre chaîne YouTube. La diffusion du média s'agrandit et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. On ne vit que par votre soutien, alors n'hésitez pas à vous abonner à partir de 5 € par mois. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, la France perd encore des usines et des emplois et les agriculteurs vont reprendre la mobilisation. C'est parti. C'est l'hécatombe pour les usines françaises et leurs salariés. Michelin annonce la fermeture de ses usines de Cholet et Vannes qui emploient 1200 personnes. Une fermeture inéluctable selon le groupe en raison, je cite, de la concurrence asiatique sur les pneus de camionnettes et poids lourds, mais aussi de la dégradation de la compétitivité de l'Europe. Inquiétude, colère et lutte gagnent les rangs des salariés de Michelin qui multiplient les manifestations. L'entreprise a déjà supprimé des postes et des sites en France, en Europe ou encore en Chine, toujours au nom de la baisse de la production et de la compétitivité. Malgré ces fermetures, Michelin reste florissant. Le groupe vise 3,4 milliards d'euros de bénéfices en 2024, un chiffre similaire à celui de 2022. Michelin a préparé depuis des années son évasion industrielle. Il a monté les mêmes entreprises en Asie, en Europe de l'Est et en Amérique du Sud. S'indigne dans Libération Serge Allègre, secrétaire fédéral de la FNIC-CGT, la branche chimie du syndicat. Un cas loin d'être isolé. Dans la même semaine, Auchan a annoncé supprimer 2300 emplois. Les salariés de la plateforme chimique Vencorex sont menacés par la suppression de 425 postes sur les 450 actuels. Et chez le géant de l'automobile Stellantis, on arrête les commandes et conduit à la fermeture le sous-traitant comme MA France dans le 93 ou encore à Rennes où 250 emplois intérimaires sont supprimés. Des milliers d'emplois vont être détruits dans des filières qui sont dans des situations préoccupantes, a prévenu Marc Ferracci sur France Inter, le ministre de l'Industrie. La chimie, la filière automobile, en particulier les équipementiers, la métallurgie, sont des filières soumises à une très forte concurrence internationale. Selon le ministre, il y aura des annonces de fermeture de sites, probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Économistes, journalistes, syndicats ou encore politiques avaient prévenu, et nous aussi à maintes reprises, que cela allait se terminer comme ça. La CGT a montré que 150 000 emplois étaient menacés en France. Thomas, franchement, est-ce que tout ça, c'était pas un peu malheureusement prévisible ? Si, c'était prévisible. Et d'ailleurs, on voit bien qu'en fait, les entreprises qui sont touchées sont dans des secteurs différents. Auchan, Michelin, tu en as cité d'autres, il y en a la chimie. Enfin, c'est touché, c'est des secteurs différents et ils sont touchés de la même façon. Et pourquoi ils sont touchés de la même façon ? Tout simplement parce que pour lutter contre l'inflation, on a augmenté les taux et on a réduit la croissance économique. C'était un choix. L'inflation est vue par certains comme une surchauffe de l'économie, donc on ralentit l'économie par la hausse des taux. Ça fait baisser l'inflation, mais ça entraîne effectivement une perte d'activité, ce qui fait que les entreprises ferment et surtout ferment leurs usines. Et surtout que les multinationales, aujourd'hui, peuvent plus facilement fermer des usines depuis les lois travail. La loi El Khomri ou la loi XXL qui a été votée sur Macron sont des lois qui permettent, quand l'activité économique n'est pas au rendez-vous, de se séparer des salariés. Donc c'est une loi qui a été votée qui devait faire, faciliter les licenciements, les gens le disaient, qui devait faire du salarié la variable d'ajustement. Et là, nous y sommes. Vous voyez, nous y sommes. Donc c'est quelque chose vraiment dû au contexte macroéconomique. Après, il y a d'autres éléments aussi à prendre en compte. La politique commerciale très agressive des États-Unis et de la Chine, les coûts de l'énergie qui ont augmenté et qui ne sont pas revenus à ce qu'on avait vécu avant l'Ukraine, les prêts garantis par l'État que l'État demande aujourd'hui de rembourser alors que l'activité est faible, qui va plomber un certain nombre de petites PME. Il y a d'autres facteurs. Mais le facteur principal, c'est le fait d'avoir ralenti la croissance
pour baisser l'inflation. On avait parlé d'autres solutions ici. On aurait pu faire en sorte de conserver le pouvoir d'achat en indexant une partie des salaires, notamment ceux qui sont en dessous du salaire médian, puis monter jusqu'à un certain niveau de salaire pour préserver le pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas cette option qui a été choisie. Ça a été l'option de tuer la croissance économique. Et là, nous y sommes aujourd'hui. C'est qu'il va y avoir entre 160 000 et 200 000 salariés qui risquent de perdre leur emploi. Et attention, quand il y a un salarié qui perd un emploi, c'est toute une famille qui est touchée. Quand vous avez une usine qui ferme, vous avez des pertes d'emplois directes, vous avez des pertes d'emplois indirectes, c'est des fournisseurs qui bossent avec les usines, et vous avez des pertes d'emplois induits, le café du coin, la poste du coin, etc. Donc il va y avoir une vraie purge sur l'emploi dans certaines régions. Oui, ce que les syndicats disent, c'est quand on perd un emploi industriel, c'est 2 à 3 emplois dans les services qui perdent. Après, c'est la maternité qui ferme, c'est le service d'un hôpital qui ferme. Enfin, après, on connaît, de toute façon, tous les gens qui habitent pas dans des grandes villes savent très bien comment ça fonctionne. Hein, c'est un effet domino, ouais, tout à fait. Alors, pourtant, ce qui me frappe aussi, c'est que ces groupes-là avancent que les ventes ont baissé, qu'il y a une compétitivité, certes, et tu en as parlé, mais ces groupes-là, dans la grande majorité des cas, ils ne sont pas du tout déficitaires. On n'est pas sur des suppressions d'emplois pour sauver l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est bien de le rappeler. Ça, par exemple, pour Michelin, c'était bien de rappeler ses bénéfices à 3 milliards. Stellantis. Voilà, à 3 milliards. Et Stellantis, des bénéfices énormes. On peut rappeler le salaire du patron de Stellantis qui était de mémoire à plus de 60 millions d'euros. Le bénéfice net de Michelin, on est autour de 2 milliards. C'est énorme. Et vous savez, il y a une époque où quand une entreprise faisait des milliards de bénéfices, il était très difficile pour elle de fermer des usines. Mais ils arrivaient toujours à se débrouiller quand même pour le faire. Aujourd'hui, c'est facilité par les lois travail qui font qu'on ne peut retenir qu'un échelon national pour pouvoir fermer des usines. Donc vraiment, il faut avoir en tête que quand même tout cela a été théorisé. C'est-à-dire cette facilité de licencier a été théorisée par des économistes et mise en application par des dirigeants politiques de gauche, sous le Parti socialiste, et de droite, ou de centriste, ou je ne sais pas quoi, sous Emmanuel Macron, on peut dire de droite. Libéral. Vous voyez, donc libéral. Donc tout ça a facilité la situation que nous vivons aujourd'hui. Et qu'ensuite, la faible croissance a été aussi un choix des dirigeants politiques avec la hausse des taux. Il faut vraiment le rappeler. Ensuite, il y a une erreur majeure qui a été faite. C'est-à-dire qu'on a baissé, je veux dire, ça a coûté énormément d'argent public de baisser les impôts, de faire le CICE, de faire le crédit impôt recherche. Et ces baisses d'impôts, elles avaient pour but d'augmenter la compétitivité française. Et force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Ça a été une perte de rentrée fiscale, ce qui explique en partie aujourd'hui le déficit, on l'a dit plusieurs fois ici. Mais en plus, sur le terrain, ça n'a pas fonctionné, puisque nous ne serons jamais aussi compétitifs que les Chinois. Arrêtons avec ça. Je sais que c'est le rêve du patronat de payer les salariés au même tarif que l'on paye les Chinois et d'avoir plus de normes sociales et environnementales. Mais on ne pourra pas. On peut baisser comme on veut les impôts, on ne pourra pas. Donc il faut accepter ce fait qu'on ne pourra pas être plus compétitif que les Chinois. Et que donc, il faut une autre politique industrielle qui protège les industries françaises, qui offre des débouchés aux industries françaises, qui offre tout un circuit économique de la production et à la demande. Et une fois qu'on aura fait ce circuit qui protégeront un certain nombre d'industries, et ben là, on sera sorti de cette histoire de compétitivité-coût qui montre en fait qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne même pas à l'intérieur de l'Europe, puisqu'on est moins compétitif que les pays du Sud, on est moins compétitif que les pays de l'Est sur les coûts, et en termes d'innovation, sur la compétitivité d'un produit, qui est l'innovation, on est moins bon que les pays du Nord. Donc on est au milieu du gué. Donc à un moment, il faut redéfinir des échelons. Alors certains le veulent européens, moi je crois que ça ne changerait pas grand-chose. Il faut surtout des échelons nationaux et faire en sorte d'avoir une vraie politique industrielle. Parce que, je veux dire, on ne peut pas accepter aujourd'hui, pour conclure, je dirais ça, on ne peut pas accepter, parce que beaucoup de gens semblent l'accepter, mais on ne peut pas accepter qu'une entreprise qui dégage des bénéfices en milliards puisse fermer des usines. C'est inacceptable. Et à partir de là, si on est tous d'accord là-dessus, eh ben, il faut tout réorganiser différemment. Parlons justement du laisser-faire de l'État et des aides publiques aux entreprises. Elles étaient enfin au cœur du sujet la semaine dernière et la semaine d'avant, nous qui en parlons depuis des mois, des années, sans qu'on soit vraiment entendu. Elles représentent 200 milliards d'euros par an. Elles ont connu une très forte augmentation, même avant la période Covid et quoi qu'il en coûte. Elles augmentent 5 fois plus vite que le PIB, 3 fois plus vite que les aides sociales, pour qu'on se rende bien compte. Michel Barnier a annoncé mettre en place un audit sur ces aides devant la
l'Assemblée nationale, le Premier ministre a dit avoir le souci de savoir ce qu'on a fait dans ces groupes de l'argent public qu'on leur a donné. Il a dit « je veux le savoir » et nous allons poser des questions et nous verrons si cet argent a été bien ou mal utilisé pour en tirer les leçons. Nous sommes en train de demander à toutes les entreprises qui ont reçu de l'argent public ces dernières années, notamment pour surmonter les crises du Covid et de l'énergie chère, de nous dire ce qu'elles en ont fait. Le Premier ministre maintient quand même une confiance a priori pour ces entreprises. Je le cite, « Je pense qu'elles l'ont globalement bien utilisé. Montrons-le en toute transparence pour qu'il n'y ait pas de soupçons à ce sujet. » Et en cas de mauvaise utilisation, le gouvernement a déjà annoncé qu'il ne demandera pas le remboursement de ces aides. Thomas, est-ce que ce n'est pas un peu quand même, dans le discours, un désaveu de la politique d'Emmanuel Macron là? Non, mais complètement. Enfin, je le redis encore, hein, la politique de l'offre, elle n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné sur les entreprises. Et la preuve en est, c'est que la compétitivité, certes, a été améliorée, mais elle ne nous a pas permis de prendre plus de parts de marché. Et les usines ont continué à fermer. Et elle a été une catastrophe d'un point de vue budgétaire parce qu'elle explique la moitié du déficit. Donc, ça n'a pas fonctionné du tout. Maintenant, les aides aux entreprises, ce qui est assez marrant, c'est qu'un certain nombre de gens... hein, et des gens comme Maxime Combès, etc., n'ont pas cessé de répéter que ces aides étaient, que le capitalisme français, les 440 étaient sous perfusion d'aides de l'État. Nous avons dit un certain nombre de fois qu'il fallait que ces aides soient conditionnées. Et aujourd'hui, c'est ça qui est très fort chez les libéraux, c'est qu'ils se réapproprient souvent le langage, parce que la réindustrialisation, le plan de relance, la planification écologique, et aujourd'hui le fait d'aller vérifier les aides et de dire oui, c'est vrai que si une aide n'est pas valable, on va l'enlever, je veux dire, c'est pas nouveau. Ils se réapproprient le langage, mais alors pour passer à l'acte, c'est autre chose. Parce que là, on va voir tout ça. Parce que Bruno Le Maire avait promis aussi plein de choses au moment de l'inflation. Macron avait dit que si l'ISF ne fonctionnait pas, il serait prêt à revenir dessus. Il n'est jamais revenu dessus. Là, je demande à voir. Parce que c'est toujours très simple au moment de la crise. Au moment où tout ce que vous n'avez pas vu venir et que d'autres ont vu, comme nous et d'autres, hein, arrive, que vous dites « Ah, bah, en fait, oui, bah, je vais demander un audit. » Alors ça ne coûte rien de demander un audit. On fait un rapport. Ça calme un peu tout le monde en disant « Ah, il est pas mal, il a fait quand même son audit. » Puis après, quoi ? Si après, il n'y a rien, ça ne sert absolument à rien. Donc oui, il est vrai qu'un certain nombre d'entreprises françaises sont biberonnées à l'aide publique. Ce n'est pas forcément négatif, à partir du moment où il y a des conditions. Choisir des gagnants, choisir des entreprises dans une politique industrielle qui les empêcherait justement de fermer des sites, qui leur trouverait des débouchés et tout, pourquoi pas ? Pour servir, par exemple, je ne sais pas moi, la transition écologique, notamment le rail pour certaines entreprises, ou le développement des renouvelables, ou la rénovation des bâtiments, ou peut-être même aller, on va dire, dans un plan de transformation et de changement de voiture en passage à voiture électrique avec des constructeurs français. Pourquoi pas ? Mais là, on est juste sur l'augmentation des dividendes. Il faut que ces aides soient conditionnées. Sinon, ces aides, elles vont directement dans l'entreprise et elles profitent effectivement aux actionnaires. C'est intéressant aussi comment il veut... Dès que ça touche les entreprises, il faut encourager, il faut faire un audit, il faut regarder, il ne faut pas aller trop vite en besogne ou en conclusion hâtive. Par contre, quand c'est les chômeurs ou le RSA, là, il faut tout de suite taper, il n'y a pas d'audit. Tout à fait. C'est vraiment une méthode différente. Entièrement alors d'accord. En termes de coût pour l'État, c'est quand même pas du tout Les entreprises ont été gâtées par ce quinquennat, enfin, par Hollande, par Sarkozy, Hollande, Macron, mais énormément par Hollande, hein, avec le CICE, énormément, ce que n'avait même pas fait Sarkozy, et avec la loi travail, et énormément aussi par Macron. On a dépassé vraiment tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc les entreprises ont été gâtées, c'est une réalité. Maintenant, la situation étant ce qu'elle est, par exemple, sur le remboursement des PGE, qui a été vraiment une perfusion d'argent public pour maintenir les entreprises en vie, avec beaucoup d'abus, avec très peu de contrôle, on ne sait pas où ça a été, etc. Je pense qu'aujourd'hui, au cas par cas, il faudrait faire en sorte, voilà, parce que la situation est tellement mauvaise, peut-être d'étaler une partie des remboursements des PGE pour qu'un certain nombre de PME, je parle bien au cas par cas, je ne parle pas des grosses entreprises, je parle des petites entreprises, pour qu'un certain nombre de PME qui dépendent majoritairement du cycle d'activité économique, même si les dirigeants ne veulent pas l'entendre ça et qui pensent que c'est qu'une question d'impôt, elles dépendent beaucoup du cycle économique, parce que quand ça marche, les multinationales avec qui elles travaillent beaucoup, ou les gens ont plus d'argent, etc., et donc elles arrivent à mieux vendre. Et bien ces entreprises-là, parfois, là, elles vont mourir parce qu'elles sont étranglées par l'activité, étranglées par le fait de rembourser des PGE, alors qu'on leur laisserait peut-être quelques années en plus, elles arriveraient à subvenir à leurs besoins. Et donc parfois, je me dis, vraiment au cas par cas, de manière contrôlée, sur certaines petites entreprises, des PME qui auraient touché le PGE, il faut faire en sorte peut-être d'étaler un peu les remboursements, ce que font les États-Unis. Pour le coup, nous, c'est un remboursement très rapide sur 5 ans. Aux États-Unis, c'est un peu plus étendu. Il y a une autre question que je me pose aussi. Si les dirigeants, le gouvernement cherchent à savoir maintenant ce qu'ont fait les entreprises de ces aides publiques, est-ce que ça veut dire que les responsables politiques n'en avaient aucune idée jusqu'à maintenant ? Bien sûr, c'était des aides il y avait très peu de conditions.
en fait. Mais après, c'est comme tout, c'est-à-dire que le crédit impôt recherche, il a beaucoup augmenté, il a profité majoritairement aux gros. On ne peut pas dire que notre recherche a été plus efficace que des pays qui n'ont pas ces dispositifs, mais il a permis aussi à des PME de survivre. Donc il faut vraiment faire toujours le différentiel entre les grandes entreprises qui savent profiter des aides et qui font de l'optimisation fiscale, qui ont des filiales dans les paradis fiscaux, qui peuvent délocaliser, des petites entreprises qui survivent en partie aussi avec ces aides et que parfois nous avons intérêt à maintenir parce qu'il faut qu'il y ait une activité de PME qui sont déjà trop soumis, moi je trouve, à la concurrence internationale sur leurs activités souvent et par des grosses entreprises qui ne sont pas françaises et qui, pour beaucoup, pratiquent de l'optimisation fiscale pour échapper à l'impôt. Et donc, parfois, certains de ces mécanismes peuvent être valables. Mais il faut vraiment différencier les grandes et les petites entreprises. Les grandes entreprises, elles ont touché cet argent, elles ont respecté soi-disant les conditions, et on voit bien que dans un certain nombre de cas, l'investissement n'a pas forcément augmenté. Toute la communication du coup autour de la politique d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire sur la réindustrialisation, etc., tombe à l'eau. Prisca Thévenot, ancienne porte-parole du gouvernement et maintenant porte-parole du groupe macroniste à l'Assemblée nationale, s'est expliquée à notre micro. Vous êtes en train d'essayer de dire peut-être c'est qu'il ne fallait pas avoir des politiques volontaristes pour réindustrialiser notre pays. Réindustrialisation du pays qui veut dire quoi? Indépendance, autonomie pour notre souveraineté nationale sur un certain nombre de sujets extrêmement importants. Ça veut dire que nous ne devons pas attirer de nouvelles entreprises pour réouvrir dans notre pays et donc créer de l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit plutôt regarder, c'est qu'il y a des entreprises effectivement qui sont en difficulté, ne pas essayer de polémiquer ou de trouver des coupables, mais plutôt de chercher des solutions qui doivent être en transparence parfaite quand il y a de l'utilisation d'argent public éventuel. Là, ce qui se passe en ce moment, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, la politique de réindustrialisation. Mais c'est pas, enfin, excusez-moi, on est en train de parler de deux entreprises. Est-ce que ça veut dire qu'on met à plat une politique globale? Je dois vous le dire, il y a peut-être 10 ans de cela, avec d'autres députés ici, je pense qu'il y avait autant de journalistes pour poser la question de comment on lutte contre le chômage de masse, comment on fait en sorte d'être une nation indépendante et autonome. Et vous aviez raison de poser ces questions. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous sommes en train de nous dire que nous avons résorbé le chômage de masse, que nous avons pu réindustrialiser notre pays. N'oublions pas que nous devons être une nation souveraine, autonome et indépendante. Et donc pour cela, nous devons avoir ces capacités de production sur notre sol. Thomas, est-ce que tu es convaincu par cette réponse? Est-ce que tu la vois, toi, la réindustrialisation et ce bilan plutôt positif? Non, pas du tout. Et bon, là, il y a une forme, bon, dans son rôle le politique, mais il y a une forme de déni. C'est-à-dire qu'on a creusé vraiment très fortement le déficit avec ces baisses d'impôts. Des cadeaux ont été faits énormes aux entreprises et aux personnes les plus riches, soit dit en passant. Et la réindustrialisation n'est pas là. Et toutes les lois travail qui ont été faites, qui devaient favoriser l'emploi, parce que soi-disant, en licenciant plus, on pouvait créer plus d'emplois, bah là, on va le payer. Donc non, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'aveu et à tous les niveaux, si on voit plus large, c'est l'aveu de la politique de l'offre. Et ce qui me fait peur, moi, c'est que, en plus, les réformes qui vont être faites, là, de coupe, les 60 milliards d'économies que nous connaissons, etc., de ce plan d'austérité qui va nous arriver, va avoir un impact encore plus négatif, et nous l'avons dit ici, et aujourd'hui tout le monde le reconnaît, va avoir un impact encore plus négatif sur l'activité économique. Donc là, ça va être probablement le choc, un des chocs les plus forts. Et là, je pense sur les estimations des années prochaines, des investissements à faire, etc., les gens estiment que leur carnet de commandes va être vide, mais il risque d'être encore plus vite que prévu. Et là, ça risque d'aller très très loin. Donc c'est un triple échec. C'est un échec sur les finances publiques, c'est un échec sur la politique de l'offre et sur ce que ça devait apporter en termes de souveraineté, de création d'emplois, etc. Et c'est un échec sur la politique future qui va être menée, qui va nous plonger dans l'austérité. Donc il n'y a pas de quoi fanfaronner. À un moment, il faut accepter que ça n'a pas fonctionné comme ça devait fonctionner. Et c'est tout. La colère agricole repart de plus belle. Malgré les écrans de fumée du gouvernement l'hiver dernier, rien ne s'est arrangé pour les agriculteurs français. La Confédération paysanne enchaîne les mobilisations contre le Mercosur, cet accord de libre-échange qui menace directement l'agriculture familiale française, indiquent les paysans. La FNSEA, elle, annonce des mobilisations à partir de ce lundi. L'homme d'affaires à sa tête, Arnaud Rousseau, fustige aussi le Mercosur après avoir soutenu le libre-échange quand même il y a quelques mois. Sur le terrain, les paysans parlent surtout revenus. Thomas, est-ce que c'était sûr que ça allait reprendre là? C'était sûr. C'était sûr parce que, en fait, la FNSEA a un problème, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que bon, ils défendent le libre-échange,
Parce qu'effectivement, à un moment, le libre-échange a servi l'agriculture française qui voulait des débouchés. Comme on a demandé à l'agriculture française d'être de plus en plus productive, de se mécaniser, au début pour satisfaire les besoins français, ce qui était une bonne chose. Mais ensuite, ils avaient des excédents. Et ben on leur a dit, vous allez avoir des débouchés en Europe de l'Est, en Afrique, etc. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez des pays émergents comme le Brésil qui peuvent offrir des biens beaucoup plus compétitifs. On en revient toujours à cette histoire, beaucoup plus compétitifs et qui prennent des parts de marché aux agriculteurs français. Et à ce jeu-là, nous allons encore perdre, disons-le clairement. Nous allons perdre face aux Brésiliens et nous allons perdre face aux Asiatiques. C'est fini, nous allons perdre. Il faut revoir aujourd'hui ce qu'est la politique agricole. Est-ce qu'on fait une politique agricole qui s'insère dans une volonté de globalisation? Et dans ce cas-là, on continue à signer des accords de libre-échange, ce qui fait des chocs de compétition à des agriculteurs français qui doivent pour beaucoup faire des investissements de long terme, qui rentabilisent sur le long terme, avec des prix de plus en plus fluctuants, avec qui sont pris dans des guerres commerciales. C'est très compliqué. Ou est-ce qu'on se dit à un moment, on va redéfinir les échelles et on va changer de type de production? Mais pour inciter les acteurs à changer de type de production, qu'ils élèvent leur production en qualité, etc., il faut leur promettre une sécurité. Et ça, c'est le rôle du politique. C'est ce qui s'est passé à un moment à l'après-guerre, quand on a fait des prix garantis, etc. On a promis une sécurité aux agriculteurs pour qu'ils puissent investir. Et là, c'est la même chose. Si on ne leur promet pas cette sécurité, ils sont finalement victimes des aléas des marchés financiers qui déterminent le prix des matières premières et de la politique internationale de signature des traités de libre-échange dans laquelle est engagée l'Europe. Et donc, la situation n'est pas bonne. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on aura une manifestation. Il y a quelques mois, Emmanuel Macron avait promis des sortes de prix planchers pour ne pas vendre en dessous du prix de revient, mais ça ne s'est pas fait. Donc, les agriculteurs, les paysans sont assez déçus et en colère de ça. Et puis, on parle souvent de l'agriculture française, mais en fait, il y a des agriculteurs français. Il y a les vins et spiritueux qui gagnent beaucoup à exporter. Il y a les gros céréaliers qui gagnent beaucoup à exporter aussi. Puis, il y a les éleveurs. Il y a beaucoup de filières d'élevage qu'on a perdues en France aujourd'hui. Il en reste quelques-unes, mais elles sont aussi menacées d'extinction en France. On a aussi des filières de maraîchage, etc., qui, elles, sont beaucoup plus en difficulté. Donc, le libre-échange aussi fait des gagnants et des perdants. Tout ça pour te poser la question en te demandant, c'est quoi là l'enjeu central, un peu comment sauver les agriculteurs français dans le sens où chacun va essayer d'avancer là dans cette mobilisation, encore son narratif pour répondre à ses propres intérêts. Parce que, comme je le disais, il y a plusieurs pendants. Il y a l'agriculture familiale et puis il y a aussi l'agro-industrie qui essaye de s'immiscer dans la colère des éleveurs, des paysans. Oui, il y a eu quand même une forte concentration au niveau des exploitations agricoles qui a profité aux plus gros ces dernières années. Ceux qui étaient les plus productifs ont racheté les petits, et ainsi de suite. La vraie question, c'est de redélimiter, comme dans la question industrielle, c'est de redélimiter l'espace et de ce qu'on veut faire, en fait. Pendant très longtemps, la mondialisation a profité à nos industries et à nos agriculteurs, parce que nous étions en position de force. Et un certain nombre de gens l'ont défendu en disant nous allons inonder les pays du Sud de nos produits agricoles qui sont plus compétitifs parce qu'on les fait avec des machines alors qu'eux n'ont pas de machines. Donc c'est la cueillette, j'exagère mais c'est à peu près ça. Et nous avons dit nous allons vendre nos voitures à l'étranger, nous allons profiter du marché indien, chinois, etc. Sauf qu'aujourd'hui c'est différent. Et à partir du moment où on se dit c'est différent parce que les pays émergents fabriquent leurs voitures avec des avances technologiques, parce que nous sommes restés dans la rente de situation et nous avons préféré payer des actionnaires plutôt qu'investir, il faut le dire aussi, la situation a changé. Donc il faut redéfinir ce que l'on veut. Et d'ailleurs, ils n'hésitent pas à le faire. Les Indiens n'hésitent pas à le faire, les Chinois n'hésitent pas à le faire, ils sont en train de négocier leur plan de relance. Les Américains n'hésitent pas à le faire. Donc nous, il faut qu'on le fasse aussi. Après, quelle est la délimitation de ça? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est la France? C'est notre question. Mais il faut il faut réduire aujourd'hui, il faut démondialiser, il faut réduire un petit peu l'espace. Et donc il faut que les productions changent. Elle ne peut plus être basée sur la compétitivité coût. Il faut qu'elle change. Voilà, il faut changer vraiment toutes les échelles. Mais pour faire ça, pour que ces changements soient engagés, il faut garantir des protections. Sinon, les industriels ne vont pas le faire. Ils vont continuer à fermer, ouvrir en Asie. Ils vont continuer les agriculteurs à manifester. Mais il va falloir un moment que la FNSEA, même les syndicats les plus libéraux, se disent que dans ce système-là, quoi qu'il arrive, on sera perdant. Et les agriculteurs vont être perdants, c'est sûr, si on continue là-dedans. Quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on doit changer. On doit changer d'échelle, on doit changer de système. Et la base de ça, ce sera les prémices d'une réflexion pour l'avenir. Mais cette réflexion-là, elle n'est même pas présente dans la tête d'un certain nombre de dirigeants. Il peut y avoir un narratif aussi des mobilisations en s'attardant entre guillemets sur les détails, les normes, les trucs, machin, alors que les paysans, quand on est sur le terrain, quel que soit leur syndicat,
il nous parle de revenus, quoi. Il nous parle de revenus, de prix. De revenus et de concurrence, du fait qu'ils soient étouffés par la concurrence. Et bien sûr qu'il y a la question des normes peut-être fatigante, mais elle est d'autant plus fatigante quand vous avez un problème de revenus et de concurrence. Et il faut bien être conscient aujourd'hui que les Asiatiques ou les Américains, ils servent leurs intérêts, les intérêts de leur industrie, les intérêts de leur agriculture. Il y a des questions économiques, mais aussi il y a des questions de sécurité, de souveraineté. Il y a tout un tas de questions qui se mettent à côté. Il y a les questions géopolitiques, parce qu'ils ne veulent pas être dépendants d'autres pays. Il y a les questions de sécurité, il y a les questions de souveraineté, il y a les questions économiques. Donc, à côté de la seule question, le profit, etc., il y a tout un tas d'autres questions qui sont prises en compte et que nous devrions prendre en compte à l'échelle française déjà. Et puis peut-être après, si on arrive à se mettre d'accord un jour, c'est pour ça qu'il ne faut pas compter trop sur l'Europe à l'échelle européenne. Entre ça et le sujet d'avant, les échecs d'Emmanuel Macron se multiplient. 6 ans presque jour pour jour après les Gilets jaunes, qu'est-ce que ça en dit ? Macron, c'est quelqu'un qui faisait confiance à la mondialisation, à la financiarisation. Donc, on ne pouvait arriver qu'à cela. Moi, je me souviens d'un livre que j'ai écrit en 2015, qui est sorti en 2016, qui s'appelait « Introduction inquiète à la macroéconomie » et qui expliquait ça, qui expliquait que les inégalités allaient augmenter, qui expliquait qu'il y a un certain nombre de personnes qui allaient être ouvertes au vent de la mondialisation et que ça n'allait pas être quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'une continuité, mais en pire. C'est ce qu'on avait dit grosso modo avec mon co-auteur Frédéric Farah. Finalement, ça se vérifie. Le quinquennat Macron a profité à certaines personnes, mais il a profité à une minorité. La grande majorité s'est vue exposée à beaucoup plus de risques. Aujourd'hui, vous pouvez être licencié plus facilement. Puis quand vous êtes licencié, vous avez moins d'assurance chômage. Donc vous sortez les chiffres du chômage. D'ailleurs, ça a été montré. Quand vous êtes un agriculteur, vous êtes encore plus exposé à la mondialisation. Quand vous êtes un travailleur, vous êtes encore plus exposé aux délocalisations. C'est pour la majorité de la population, c'est une vie qui est beaucoup plus dure. Les fameux 99% pour faire référence à ta dernière BD. Merci, exactement. Merci Thomas. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique. 2 directs par jour du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien. Et sachez qu'on est arrivé sur la plateforme Molotov. Vous pouvez aussi nous y regarder, en plus de Free et notre chaîne YouTube. La diffusion du média s'agrandit et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, on a ouvert une seconde chaîne YouTube pour vous informer encore plus, pour vous y proposer nos replays ou encore des reportages au cœur des luttes. N'hésitez pas à vous y abonner. Merci beaucoup pour votre soutien, spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine.